Le 13 décembre 1553, dans les montagnes du Béarn, Henri de Navarre pousse son premier cri au château de Pau. Son grand-père, Henri d'Albret, lui frotte les lèvres avec de l'ail et lui fait boire du vin de Jurançon selon la tradition béarnaise. Ce geste symbolique marque déjà le caractère indépendant de ce futur roi qui défiera toutes les conventions religieuses de son époque. Henri naît catholique. Ses parents, Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret, organisent son baptême catholique le 6 mars 1554 dans la salle du trône du château. L'enfant reçoit le titre de prince de Viane, rappelant les ambitions des Albret sur la Navarre espagnole perdue 50 ans plus tôt. Mais cette première religion ne durera pas longtemps. Sa mère Jeanne d'Albret traverse une crise spirituelle profonde et se convertit au protestantisme en 1560. Cette femme de caractère, reine de Navarre, impose immédiatement sa nouvelle foi à son royaume et à son fils. Henri, âgé de 7 ans, subit sa première conversion religieuse. Le voilà protestant par décision maternelle, sans comprendre encore les enjeux politiques de ce changement. La France se déchire dans les guerres de religion depuis 1562. Catholiques et protestants s'entretuent avec une violence inouïe. Henri grandit dans ce climat de haine religieuse, apprenant rapidement que la survie dépend souvent de la capacité à naviguer entre les camps. Sa mère l'élève dans la foi réformée avec une rigueur absolue, lui inculquant les principes du calvinisme et la méfiance envers Rome. À 14 ans, Henri découvre la cour de France et ses intrigues. Catherine de Médicis, la reine-mère, orchestrate un plan machiavélique. Marier sa fille Marguerite de Valois au jeune prince protestant pour réconcilier les deux confessions. Cette union politique cache en réalité un piège mortel qui se refermera sur la communauté protestante. Le mariage a lieu le 18 août 1572 à Notre-Dame de Paris. Henri accepte cette union par calcul politique, comprenant qu'elle peut servir les intérêts de la cause protestante. Mais il ignore encore le massacre qui se prépare dans l'ombre. La noblesse protestante afflue vers Paris pour célébrer ses noces présentées comme un symbole de réconciliation. 6 jours après le mariage, l'enfer se déchaîne sur Paris. Le 24 août 1572, les cloches de Saint-Germain-l'Auxerrois sonnent le signal du massacre. Catherine de Médicis et le roi Charles IX ont décidé d'éliminer d'un coup les chefs protestants venus sans méfiance dans la capitale. Henri assiste impuissant au carnage qui décime ses coreligionnaires. L'amiral de Coligny, mentor politique d'Henri et leader des protestants, tombe sous les coups des assassins. Sa tête est tranchée et envoyée à Catherine de Médicis. Dans tout Paris, les tueurs massacrent méthodiquement les invités protestants du mariage. Les rues regorgent de cadavres jetés par les fenêtres. La Seine charrie des centaines de corps. Henri comprend instantanément que sa survie dépend d'un choix immédiat. Charles IX lui-même se présente devant lui avec un ultimatum brutal. La messe ou la mort. Le jeune prince de 19 ans n'hésite pas une seconde. Il choisit la vie et abjure publiquement le protestantisme pour la 2e fois de son existence. Cette conversion forcée le sauve des poignards, mais elle marque profondément sa vision de la religion comme instrument politique. Prisonnier doré au Louvre pendant 3 ans, Henri observe les mécanismes du pouvoir royal. Il côtoie les Guises, champions du catholicisme intransigeant, et apprend à décrypter leurs manœuvres. Catherine de Médicis le traite avec une bienveillance calculée, espérant faire de lui un allié définitif de la cause catholique. Mais Henri garde secrètement la nostalgie de sa foi d'enfance. En 1576, profitant d'une partie de chasse, Henri s'évade du Louvre et regagne ses terres béarnaises. Sa fuite provoque un scandale à la cour. Sitôt arrivé à Pau, il annonce publiquement son retour au protestantisme. Cette 3e conversion révèle déjà sa capacité à utiliser la religion selon les circonstances politiques. Il redevient le champion des protestants français et prend la tête de leur résistance armée. Henri mène pendant 15 ans une guerre acharnée contre les armées royales. Il se révèle un stratège militaire exceptionnel, remportant victoire sur victoire malgré l'infériorité numérique de ses troupes. Sa réputation de courage personnel et de tacticien hors pair lui attire de nombreux ralliements, y compris parmi les catholiques modérés lassés des excès de la Ligue. Le 1er août 1589, un moine fanatique, Jacques Clément, assassine Henri III au château de Saint-Cloud. Le roi mourant reconnaît Henri de Navarre comme son héritier légitime,
selon les lois fondamentales du royaume. Mais cette légitimité dynastique ne suffit pas. Les 3/4 de la France refusent un roi protestant. La Ligue catholique, soutenue par l'Espagne de Philippe II, proclame que la couronne ne peut revenir à un hérétique. Elle oppose au Béarnais le vieux cardinal de Bourbon, oncle d'Henri, qu'elle fait couronner sous le nom de Charles X. Paris et les principales villes ferment leurs portes au nouveau roi légitime mais protestant. Henri comprend qu'il règne sur un royaume fantôme. Maître de quelques provinces fidèles, il doit conquérir chaque ville, chaque château pour faire reconnaître son autorité. Cette guerre d'usure l'épuise financièrement et moralement. Ses alliés étrangers, l'Angleterre d'Élisabeth Ier et les princes protestants allemands, lui apportent des secours insuffisants. La bataille d'Arques en septembre 1589 lui offre une première victoire éclatante contre l'armée de la Ligue, commandée par le duc de Mayenne. Henri y démontre son génie tactique en compensant l'infériorité numérique par la mobilité de ses troupes et l'excellence de son artillerie. Cette victoire ébranle la confiance des ligueurs dans leur invincibilité. L'année suivante, Henri écrase définitivement l'armée de Mayenne à Ivry-la-Bataille le 14 mars 1590. Avant la charge, il lance à ses soldats cette phrase devenue légendaire. « Si vous perdez vos enseignes, ralliez-vous à mon panache blanc, vous le trouverez toujours au chemin de l'honneur et de la victoire. » La déroute des ligueurs ouvre la route de Paris. Henri met le siège devant Paris dès le mois de mai 1590. Le blocus affame la population, qui subit de plein fouet la pénurie alimentaire. Les Parisiens, d'abord hostiles au roi hérétique, commencent à souffrir cruellement de la faim. Henri espère que la famine forcera la capitale à se rendre sans combat, mais le siège révèle aussi l'ampleur du défi qui l'attend. Paris ne compte pas seulement des fanatiques ligeures, des milliers de familles catholiques sincères préfèrent mourir de faim plutôt que d'accepter un roi protestant. Henri réalise que la force militaire seule ne peut surmonter cette résistance religieuse profonde. Les récits de la famine parisienne émeuvent le roi malgré lui. Les chroniqueurs rapportent des scènes atroces, des mères qui mangent leurs enfants morts, des cadavres déterrés pour être dévorés, des gens qui se battent pour quelques pelures de légumes. Henri, touché par ces souffrances, fait distribuer secrètement du pain aux plus démunis. L'intervention de l'armée espagnole d'Alexandre Farnèse contraint Henri à lever le siège en septembre 1590. Cette défaite politique majeure lui démontre l'impossibilité de vaincre par les armes seules une résistance qui puise sa force dans la conviction religieuse. Il commence à envisager sérieusement l'hypothèse d'une conversion. Pendant 3 années, Henri multiplie les signaux discrets vers les catholiques modérés. Il protège ostensiblement les églises dans les territoires qu'il contrôle, maintient le culte catholique, nomme des prélats aux évêchés vacants. Ces gestes calculés visent à rassurer une population qui le considère comme un destructeur de la vraie foi. Dès 1591, Henri entame des pourparlers secrets avec les dirigeants catholiques modérés. Ces hommes, lassés d'une guerre qui ruine le royaume, cherchent une solution de compromis. Ils acceptent l'idée d'un roi converti, à condition que cette conversion soit sincère et définitive. Les négociations se déroulent dans le plus grand secret. Henri ne peut révéler ses contacts à ses fidèles protestants sans risquer leur défection massive. Il joue un double jeu périlleux, rassurant ses alliés huguenots sur sa fidélité religieuse tout en multipliant les promesses aux catholiques. Le parti des politiques, mené par des personnalités comme Michel de l'Hospital et Jean de Morvilliers, devient l'intermédiaire privilégié de ces tractations. Ces hommes placent l'unité du royaume au-dessus des querelles confessionnelles et voient dans Henri converti la solution au malheur de la France. Henri, fin stratège, ne se contenta pas d'une simple déclaration garantissant aux catholiques la liberté de culte. Il manifesta un vif intérêt pour leurs dogmes et leurs traditions et alla jusqu'à envoyer une ambassade à Rome afin d'obtenir l'appui du pape. Ces démarches préparatoires révèlent la dimension internationale de son projet politique. La mort du cardinal de Bourbon en mai 1590 prive la Ligue de son prétendant au trône et renforce la légitimité dynastique d'Henri. Les ligueurs, désormais contraints de chercher un prince étranger pour remplacer le Béarnais, perdent le soutien des Français attachés à l'indépendance nationale. Au début de 1593, Henri convoque une assemblée de notables à Mantes pour débattre publiquement de la question religieuse.
Cette manœuvre habile lui permet d'impliquer ses conseillers dans sa future décision et de partager la responsabilité politique de sa conversion. L'Assemblée de Mantes réunit protestants et catholiques modérés dans un débat théologique orchestré. Henri écoute attentivement les arguments des deux partis, posant des questions pertinentes qui révèlent sa connaissance approfondie des deux doctrines. Il joue parfaitement son rôle de monarque soucieux de choisir la vraie religion. Les évêques présents, menés par Jacques-David du Perron, développent une argumentation sophistiquée pour démontrer la vérité du catholicisme. Ils insistent particulièrement sur la tradition apostolique et l'autorité du pape comme successeur de Saint Pierre. Henri semble se laisser convaincre par leur raisonnement. Ses conseillers protestants, inquiets de l'évolution de leur maître, multiplient les mises en garde. Duplessis-Mornay, son fidèle ami et théologien huguenot, lui rappelle les persécutions subies par leurs coreligionnaires et l'engage à ne pas trahir la cause pour laquelle tant de martyrs ont donné leur vie. Mais Henri a pris sa décision. Le 16 mai 1593, il annonce publiquement son intention d'embrasser la religion catholique pour le bien de ses sujets et la pacification du royaume. Cette déclaration provoque un séisme politique. Ses alliés protestants crient à la trahison, tandis que les catholiques modérés expriment leur satisfaction. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans toute l'Europe. Le pape Clément VIII, d'abord méfiant, finit par saluer cette conversion qu'il présente comme une victoire de la Providence. Philippe II d'Espagne, au contraire, y voit l'effondrement de sa stratégie française et ordonne à ses agents de saboter ce ralliement. Le 25 juillet 1593, Henri se rend à la basilique Saint-Denis pour y accomplir sa 4e conversion religieuse. L'abjuration d'Henri IV se tient dans la basilique Saint-Denis par Renaud de Beaune, évêque de Bourges. Cette cérémonie publique marque symboliquement sa rupture définitive avec le protestantisme. La mise en scène de cette conversion révèle le génie politique d'Henri. Il choisit Saint-Denis, nécropole des rois de France, pour ancrer sa légitimité dans la continuité dynastique. La présence de l'archevêque de Bourges, primat des Gaules, confère une solennité maximale à l'événement. Henri arrive à cheval devant la basilique, vêtu d'un pourpoint de satin blanc brodé d'or. Il descend de sa monture avec une gravité étudiée et pénètre dans l'église au son des orgues. Cette théâtralité calculée vise à frapper les imaginations et à graver cette journée dans la mémoire collective. Henri entre dans l'église, l'archevêque lui demande qui il est. Henri répond « Je suis le roi ». S'ensuit le dialogue rituel de l'abjuration. Henri s'agenouille sur le coussin de velours pourpre présenté par le prélat et récite la formule prescrite « Je proteste et jure devant Dieu de vivre et mourir en la religion catholique, apostolique et romaine ». La foule massée dans la basilique explose de joie à ces paroles. Des Te Deum retentissent spontanément, tandis que les cloches de Saint-Denis sonnent à toute volée pour annoncer la nouvelle au royaume entier. Henri a accompli le geste politique majeur de son règne. Il vient de conquérir le cœur de ses sujets catholiques. Cette conversion produit un effet immédiat sur l'opinion publique. Paris, assiégé en vain pendant 4 ans, ouvre ses portes au roi converti le 22 mars 1594. Henri entre dans sa capitale au milieu d'une liesse populaire indescriptible. Les Parisiens, hier encore ses ennemis acharnés, l'acclament comme leur libérateur. Ce choix pragmatique fut officialisé en 1593 lorsqu'il déclara « Paris vaut bien une messe ». Cette phrase, probablement apocryphe mais révélatrice de l'esprit de l'époque, résume parfaitement la dimension stratégique de sa démarche religieuse. Henri découvre rapidement les bénéfices politiques de sa conversion. Les gouverneurs des places fortes de la Ligue se rallient successivement à sa cause, souvent moyennant d'importantes compensations financières. Le roi dépense des fortunes en pensions et en charges pour acheter ses adhésions, mais cette politique porte ses fruits. La reconnaissance pontificale constitue l'enjeu majeur de cette période. Clément VIII hésite longuement avant d'absoudre Henri de ses hérésies passées. Cette absolution papale, accordée le 17 septembre 1595, légitime définitivement sa conversion aux yeux des catholiques intransigeants et achève d'isoler les derniers ligueurs. Henri peut enfin recevoir le sacre royal, cérémonie indispensable à la reconnaissance de son autorité. La cérémonie a lieu le 27 février 1594 en la cathédrale de Chartres, Reims étant encore aux mains des ligueurs.
Cet événement symbolique efface définitivement la tache d'hérésie qui pesait sur sa légitimité dynastique. La pacification du royaume s'accélère après le sacre. Les dernières villes ligueurs négocient leur reddition contre le maintien de leurs privilèges. Marseille capitule en février 1596, suivi par Amiens reprise aux Espagnols en septembre 1597. L'autorité royale se reconstitue progressivement sur l'ensemble du territoire. Henri déploie un talent exceptionnel pour réconcilier ses anciens ennemis. Il nomme d'anciens ligueurs aux plus hautes charges de l'État, démontrant que la conversion religieuse peut effacer les haines passées. Cette politique de pardon généralisée, coûteuse financièrement, s'avère payante politiquement. Mais Henri n'oublie pas ses anciens compagnons d'armes protestants. Il comprend que sa conversion ne doit pas signifier l'abandon de ceux qui l'ont soutenu dans l'adversité. Cette double fidélité constitue l'un des défis majeurs de son règne naissant. La question du sort des protestants devient centrale dans la Nouvelle-France d'Henri IV. Le roi converti ne peut décemment persécuter ses anciens coreligionnaires sans perdre toute crédibilité. Il doit inventer une solution originale permettant la coexistence confessionnelle dans un royaume officiellement catholique. Les négociations avec les représentants protestants s'éternisent pendant des mois. Henri doit rassurer les catholiques sur son orthodoxie nouvelle, tout en garantissant aux huguenots le maintien de leurs droits religieux. Cette quadrature du cercle exige des prodiges diplomatiques et beaucoup de patience. Henri s'appuie sur sa connaissance intime des deux confessions pour élaborer un compromis acceptable. Il sait que les protestants aspirent avant tout à la sécurité et à la reconnaissance de leur culte, tandis que les catholiques veulent la restauration de leur hégémonie religieuse. Il faut concilier ces exigences contradictoires. C'est à Nantes, le 13 avril 1598, qu'est signé après d'amples négociations l'édit qui va permettre de rétablir la paix religieuse dans le royaume. Cet édit représente l'aboutissement logique de la conversion stratégique d'Henri. Concilier l'unité politique du royaume avec la diversité religieuse de ses sujets. L'édit de Nantes révèle le génie politique d'Henri IV. Il octroie aux protestants la liberté de conscience sur tout le territoire, mais limite l'exercice public de leur culte à des lieux déterminés. Cette restriction évite de choquer les catholiques tout en préservant l'essentiel pour les réformer. Henri accorde aux protestants 150 places de sûreté, véritables enclaves militaires qu'ils peuvent fortifier et défendre. Cette disposition révolutionnaire crée un État dans l'État, mais elle rassure les huguenots sur leur sécurité future. Le roi préfère cette solution à une guerre civile permanente. L'égalité civile constitue l'innovation majeure de l'édit. Les protestants obtiennent l'accès à tous les emplois publics et la création de chambres mi-parties dans les parlements pour juger leurs procès. Cette égalité de traitement révolutionnaire transforme les anciens hérétiques en citoyens à part entière. Henri impose l'enregistrement de l'édit au Parlement récalcitrant par des pressions considérables. Le Parlement de Paris résiste pendant des mois avant de céder aux arguments du roi. « Vous devez obéir par nécessité », leur déclare Henri avec une autorité retrouvée. Sa conversion lui donne la légitimité nécessaire pour imposer cette révolution juridique. L'Europe entière observe avec stupéfaction cette expérience de tolérance religieuse. L'Espagne dénonce cet édit comme une victoire déguisée de l'hérésie, tandis que l'Angleterre y voit un modèle pour ses propres catholiques persécutés. Henri invente la coexistence confessionnelle dans un royaume unifié. Henri peut enfin gouverner un royaume pacifié après 40 années de guerre civile. Sa conversion stratégique lui a permis de reconstituer l'autorité royale sans renier complètement ses origines protestantes. Cette synthèse originale transforme la France en laboratoire de la tolérance européenne. L'économie du royaume, ruinée par les conflits, se redresse spectaculairement sous son règne. Henri s'entoure de conseillers compétents comme Sully pour restaurer les finances publiques et relancer la production. La paix religieuse favorise la reprise des échanges commerciaux et le retour de la prospérité. La population française, décimée par les massacres et les famines, se remet lentement de ses traumatismes. Henri cultive soigneusement son image de père du peuple, multipliant les gestes symboliques et les déclarations rassurantes. Sa conversion facilite cette réconciliation en effaçant la méfiance religieuse de ses sujets catholiques. Mais cette réussite a un prix. Les protestants les plus intransigeants ne pardonnent jamais sa trahison religieuse. Duplessis-Mornay, son ancien ami,
prend progressivement ses distances avec un roi qu'il juge renégat. Cette rupture douloureuse révèle les limites humaines de la politique de réconciliation. Henri assume pleinement sa conversion devant l'histoire. Dans ses mémoires dictées, il explique qu'un roi doit parfois sacrifier ses convictions personnelles au bien de ses sujets. Cette vision instrumentale de la religion choque les dévots des deux camps, mais correspond à l'évolution des mentalités politiques de son époque. Au-delà des calculs politiques, Henri révèle une personnalité complexe dans ses rapports avec la religion. Ses confessions successives témoignent moins d'une absence de foi que d'une conception pragmatique du sacré au service du politique. Il n'est ni athée ni indifférent, mais refuse de laisser les querelles théologiques paralyser l'action gouvernementale. Henri entretient entre 1582 et 1590 une relation avec la catholique Diane d'Andoin, à laquelle il promet le mariage. Seule de ses maîtresses à être associée à ses affaires, elle le soutient financièrement et semble avoir été pour lui autant une conseillère politique qu'une maîtresse. Cette relation révèle son ouverture précoce au monde catholique bien avant sa conversion officielle. Henri cultive l'art du compromis dans sa vie privée comme publique. Son mariage avec Marie de Médicis en 1600 scelle définitivement son ancrage dans le catholicisme européen. Cette union politique avec la nièce du grand-duc de Toscane renforce ses liens avec les puissances catholiques et efface les derniers soupçons sur sa sincérité religieuse. Le roi développe une spiritualité personnelle éloignée des fanatismes confessionnels. Il assiste régulièrement à la messe, mais maintient des relations cordiales avec ses anciens compagnons protestants. Cette double fidélité spirituelle correspond à sa personnalité tolérante et à sa vision apaisée du religieux. Henri n'hésite pas à afficher sa gourmandise et sa sensualité, très mal vues par les rigoristes des deux confessions. Il revendique le droit du roi à une vie privée épanouie sans que cela nuise à ses devoirs publics. Cette modernité avant l'heure séduit le peuple mais inquiète les dévots. Ce roi qui a changé de confession religieuse à 6 reprises, ce roi séducteur que l'on disait capable de se faire aimer des pierres elles-mêmes, laisse un héritage politique durable. Sa conversion stratégique démontre qu'un souverain peut transcender les clivages confessionnels pour servir l'intérêt général. L'assassinat d'Henri par Ravaillac. Le 14 mai 1610 révèle paradoxalement la réussite de sa politique religieuse. Ce fanatique catholique frappe le roi parce qu'il lui reproche sa tolérance envers les protestants. Cette mort tragique consacre Henri comme le martyr de la tolérance religieuse en Europe. Louis XIII et Richelieu poursuivent initialement la politique paternelle de coexistence confessionnelle, mais la révocation progressive des privilèges protestants sous Louis XIV prouve que la conversion d'Henri n'était pas une solution définitive aux problèmes religieux français. Elle n'aura constitué qu'une parenthèse dans l'histoire de l'intolérance française. L'Europe des Lumières redécouvre Henri IV comme un précurseur de la liberté religieuse. Voltaire en fait le héros de sa Henriade et vante sa politique de tolérance. Cette récupération philosophique transforme le roi politique en symbole de la lutte contre le fanatisme religieux. La Révolution française achève de transformer Henri IV en mythe républicain. Les révolutionnaires saluent en lui le roi citoyen qui a préféré l'intérêt national aux querelles confessionnelles. Sa conversion stratégique devient un modèle de pragmatisme politique transcendant les idéologies. Henri de Navarre restera dans l'histoire comme l'homme qui a inventé la raison d'État religieuse. Ces 6 conversions successives révèlent un esprit politique exceptionnel, capable de s'adapter aux circonstances sans perdre de vue l'objectif final, la pacification et l'unification de la France. Sa conversion de 1593 constitue l'acte politique majeur de son règne. En abjurant le protestantisme, Henri renonce à ses convictions personnelles pour servir l'intérêt supérieur du royaume. Cette sublimation du sacrifice individuel au profit du bien commun définit l'essence même de la fonction royale moderne. L'édit de Nantes, fruit de cette conversion stratégique, inaugure une ère nouvelle dans l'histoire européenne. Pour la première fois, un souverain catholique reconnaît officiellement le droit à l'erreur religieuse et organise juridiquement la coexistence confessionnelle. Cette révolution juridique influence durablement l'évolution vers la tolérance religieuse. Henri IV démontre qu'un grand roi peut transcender ses origines et ses convictions premières pour incarner l'unité nationale. Sa trajectoire religieuse atypique, loin de le disqualifier,
révèle sa capacité exceptionnelle à comprendre et réconcilier tous ces sujets quelles que soient leurs croyances. L'héritage d'Henri IV dépasse largement son époque. Il invente une nouvelle conception de la souveraineté, fondée sur l'efficacité plutôt que sur l'orthodoxie religieuse. Cette modernité politique annonce l'émergence de l'État-nation moderne, où l'appartenance civique prime sur l'affiliation confessionnelle. Son parcours religieux tourmenté fait d'Henri IV le premier roi vraiment moderne de l'histoire française. En choisissant la conversion stratégique plutôt que la guerre religieuse perpétuelle, il ouvre la voie à une nouvelle conception du pouvoir royal au service de tous les sujets sans distinction de foi. Cette révolution silencieuse transforme définitivement la nature même de la royauté française et européenne.